Je vais faire la même qu'à Thibaut, c'est pas un coucher, c'est un lever, parce que le soleil se lève à l'est. Et ouais, c'est un scoop pour certains, ouais, je sais, c'est traumatisant. Bon, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Frédéric Hardy, @McGeekGuy sur Twitter, mon compte GitHub porte le même nom, et je suis développeur PHP particulièrement orienté objet depuis 15 ans, et je fais de l'objet depuis 20 ans. Donc je vais me permettre de vous poser la question, qui est développeur objet ici ? Ouais, on va dire 85-95% de la salle, quoi. Ok, pourquoi cette question ? Et pourquoi ce titre aussi ? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a un peu plus de 14 mois maintenant, j'ai eu une grosse remise en question de ma conception de la programmation orientée objet. Et quand je dis très grosse, c'est que j'en ai pas dormi la nuit certaines fois. Et ça m'a semblé pertinent de vous faire partager ce retour d'expérience, parce que on fait de la programmation orientée objet actuellement, vous, moi, tout le monde, et je pense qu'on peut faire mieux. Et en suivant une règle qui est d'une simplicité extrême en plus. Bon, c'est un peu vicieux ce que je dis parce que ça pose plein de problèmes derrière. Les origines du voyage, donc, c'est une discussion très passionnée et passionnante avec un ami qui m'a amené à penser que soit j'étais complètement à côté de la plaque sur ma conception de la programmation orientée objet, soit c'était lui. Mais il fallait trancher. Et du coup, je suis revenu, j'ai lancé mon Google, j'ai fait des recherches, etc. Et ça m'a amené très très loin, et jusqu'aux origines de la programmation orientée objet. Qui connaît le parc ici ? Le parc de Xerox au Palo Alto Research Center. Ça parle à quelqu'un ? Ouais, personne. Alors, vous allez apprendre des choses. Le parc, c'est le laboratoire informatique financé par Xerox qui a inventé des choses, pas grand-chose, hein, vraiment rien. L'Ethernet, par exemple. On s'en sert tous les jours. Il a inventé l'imprimante laser. Pas grand-chose non plus. Il a inventé les interfaces graphiques. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui en termes d'interface graphique, c'est issu du travaux du parc. Et vous allez voir, hein, sur la photo qui suit, c'était des gens qui vraiment bossaient très très fort. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Voilà. Alors, on le voit très bien. Il n'y a pas à dire, ça bosse fort, quoi. Et donc, ces gens ont été payés par Xerox pour inventer les technologies de demain dans l'informatique. C'est assez paradoxal parce que quand on sait que Xerox aujourd'hui, par les copieurs, ben, il n'y a plus grand-chose. Mon beau-père serait là, il me tuerait s'il entendait ça parce qu'il y a bossé, il a fait toute sa carrière. Donc, parmi ce pool de chercheurs, il y avait plein de gens qui venaient de grandes universités américaines, des très grands penseurs, aussi bien au niveau hardware que software. Il y a un mec qui s'appelait Alan Kay. Alors, le bon vieux geek de base, n'est-ce pas ? Donc, monsieur Alan Kay. Pour la petite histoire, l'ordinateur que vous voyez sur sa droite, ça s'appelle un Alto, et c'est le premier ordinateur qui est sorti avec une interface graphique. Donc, on est dans les années 60, hein, je précise. Donc, c'est pas anodin. Et alors, Alan Kay, ce qu'il a fait, c'est qu'il a formalisé le paradigme de la programmation orientée objet. Et il est le premier à dire que c'était vraiment une très mauvaise façon de nommer le truc. Et objectivement, après tout ce que j'ai appris, je pense qu'il a parfaitement raison de dire qu'il s'est vraiment planté quand il a fait le nommage. Il y a une célèbre citation qui dit « Dans l'informatique, il y a deux choses difficiles, la gestion du cache et nommer les choses. » C'en est l'illustration parfaite. Alors Alan Kay, pour formaliser son paradigme, il s'est basé sur la biologie, et plus particulièrement la biologie des cellules. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai posé une autre question à mon public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont docteurs en biologie cellulaire, qui font des études anatomiques très poussées ? Bon, ça va, je peux raconter des conneries en caricaturant au maximum. Alors. Donc, je ne vais pas m'en priver. Je suis allé trop vite, on va revenir à celle d'avant. Voilà. Alors, il s'est basé sur le paradigme de la... Enfin, il s'est basé sur les cellules pour une raison très précise. Les chercheurs du parc, une de leurs problématiques, c'était que le code qui était conçu à l'époque était très peu réutilisable et était très peu évolutif. Et c'était pas bien. Parce que on pondait un code, on ne pouvait pas s'en servir, et quand on devait le modifier, c'était très compliqué. Et donc Alan Kay s'est dit, les cellules, elles ont des propriétés très intéressantes. Une cellule biologique, c'est quelque chose, une abstraction complète. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Vous ne savez pas ce qu'elle fait, vous ne savez pas comment elle le fait. Et elle, de son côté, la cellule, elle ne sait pas ce qui l'entoure non plus.
elle est une boîte noire, et l'univers qui la contient est également une boîte noire pour elle. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pourtant, vous, moi, n'importe quel être vivant sur Terre est conçu grâce à ces cellules biologiques. Et on arrive à faire des trucs pas mal. On arrive à envoyer des gens sur la Lune, on arrive aussi à faire voter PJL renseignement. C'est quand même assez absolument énorme. Le grand écart est absolument sublime, mais bon, voilà. Et alors, la question qui se pose, c'est comment des choses qui ne se connaissent pas, puisque ce sont de pures boîtes noires, des vraies abstractions, comment des choses qui ne se connaissent pas arrivent à collaborer ensemble pour arriver à faire un être doué de conscience, capable de concevoir la navette spatiale, etc. etc. Comment c'est possible? Eh bien, la solution que la nature a employée, le Wi-Fi ici, il est tenace. Oh là. C'est le message. Alors un message, c'est quoi pour une cellule? Un message pour une cellule, c'est je dis à l'extérieur, j'ai un besoin. J'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de sucre, parce que c'est mon énergie, c'est ce qui me permet de vivre. J'ai besoin de graisse, j'ai besoin de quelque chose. J'exprime un besoin. Je donne une information sur un état qui m'est propre, et c'est fire and forget, c'est le message dans la bouteille. Voilà, elle met ça dans sa bouteille, elle balance son message à la mer, et elle espère que quelqu'un va ramasser sa bouteille, va ouvrir le message, va pouvoir l'interpréter, et éventuellement réagir en conséquence en fonction de ses propres possibilités. Et le truc magique dans ce mécanisme, c'est que l'émetteur du message ne donne aucune indication sur ce qu'il est ni sur ce qu'il fait, donc le récepteur du message n'en sait pas plus que lui, il ne sait rien du tout, et du coup, il n'y a aucune communication, les choses sont vraiment cloisonnées. Alors tout ça, c'est bien joli, mais techniquement, voilà, parce qu'on est dans la biologie, tout ça, techniquement, dans un code PHP ou tout autre langage objet, c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, vous pouvez le transposer en Java, vous pouvez le transposer en Smalltalk, vous pouvez le transposer en Ruby, avec plus ou moins de bonheur suivant les implémentations qui ont été faites du paradigme objet dans ces langages, mais ça fonctionne absolument pour tous les langages objets. Le secret, le voilà, c'est la boîte noire. Pas celle de PJL renseignement, non, non, la vraie boîte noire où votre objet, c'est une pure abstraction. Je sais pas, une abstraction, c'est quelque chose dont on ne sait rien. Donc, par contre, ce que peut exposer la boîte noire, c'est les messages qu'elle peut comprendre. C'est-à-dire, on peut imaginer que cette boîte peut comprendre le message « j'ai besoin d'oxygène ». Et elle est libre d'agir en fonction de son état, en fonction de ce qu'elle sait faire, en fonction du fait qu'elle est capable de comprendre ce message. Parce qu'au niveau biologique, ce qui se passe, c'est que quand une cellule émet son message, elle l'émet sous la forme d'une molécule. Et à la surface des autres cellules, il y a des molécules spécifiques qui sont capables de s'appairer seulement, c'est un peu comme les électrons ou les protons, avec ces molécules. Et du coup, les autres cellules ne reconnaissent que certains messages. Et elles ont le choix de réagir ou pas au message. Et c'est exactement la même chose avec ce système de boîte noire, en fait. Alors, une chose que je n'ai pas expliquée non plus, mais c'est pas grave, on va essayer de faire sans. Techniquement, comment on fait? Au fur et à mesure de mes pérégrinations sur Google, je suis tombé sur des mots comme les calisthéniques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les calisthéniques ici? Ah oui, forcément. Bon, vous êtes deux, pour information. Est-ce que quelqu'un connaît le TDA? Personne. Tel dontas, qu'est-ce que ça cause à quelqu'un? 2. Ouais, ça va. 3. Ouh. Bon, ça va, vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, en 2007, il y a un gars qui s'appelle James Leb, donc c'est un Australien, c'est un agiliste, il est développeur Ruby, Java, Smalltalk, Assembler, et il a écrit un billet sur son blog qui s'appelle Design Compassed East Oriented. Et le but de cet article, c'est d'exposer une règle simple qui permet de faire une conception objet qui se rapproche le plus possible de la conception originelle d'Alan Kay vis-à-vis des cellules et du paradigme objet. Et pour expliquer l'utilité de la règle qu'il présente dans son article, il dit que dans un programme informatique, le flot d'information, le flot d'exécution du programme, il peut suivre 4 directions différentes. Il peut aller vers l'ouest, c'est-à-dire que c'est tout, l'information est transportée de la droite vers la gauche.
ce sont les affectations. Il peut aller vers le sud, c'est-à-dire que vous appelez une fonction ou une méthode sans argument, vous descendez d'un niveau dans votre code. A contrario, quand vous faites un return, vous remontez dans le code, vous allez vers le nord. Et quand vous transportez de l'information en la passant en argument à des méthodes ou des fonctions, vous allez vers l'est. Et son paradigme, il est super simple. La bonne façon de coder pour faire de la programmation orientée objet à la sauce Alan Kay, année 1960, c'est d'aller vers l'est. Alors là, normalement, dans votre tête, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit le gars? Ben, ça se traduit techniquement de cette façon-là. Toutes les méthodes publiques de vos classes doivent soit retourner $vis ou une nouvelle instance de la classe. Et alors là, si j'ai bien réussi mon coup, dans votre tête, ça doit un peu ressembler à ça. Et c'est normal, hein, ça m'a fait la même chose. Et c'est quand je vous dis que j'en ai pas dormi la nuit, c'est que vraiment, c'est what the fuck. Et en fait, c'est à la fois très simple et très compliqué. Tout dépend du contexte. Un exemple très simple du new self, une classe complexe. Alors, le code que je vous présente, je fais un gros disclaimer. C'est mon interprétation personnelle de List Oriented. Je suis allé un peu plus loin que James sur la formalisation. Lui, il met des gros bémols et il met quelques exceptions à la règle de base que moi je ne mets pas, pour tout un tas de raisons que je vais expliquer. Et il y a plusieurs implémentations possibles. Le code que vous allez voir là, c'est du pseudocode et ce n'est absolument pas la vérité. Il y a plusieurs façons de faire qui dépendent là également du contexte. Mais l'idée principale est strictement la même, toujours retourner $vis ou une nouvelle instance de la classe. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous retournez ça, vous ne donnez aucune information sur la nature de votre classe. Vis, ça dit que dalle sur ce que fait votre classe, ça dit que dalle sur sa nature. New self, c'est pareil. Vous avez un niveau d'abstraction extrêmement élevé grâce à ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. On a une fonction à tout, on lui passe un complexe, on fait la mayonnaise et on crée un nouveau complexe. Ça se rapproche un peu du concept des value objects. Qui connaît les value objects ici? Il y en a un peu plus déjà. C'est un peu le même système. L'objet est immutable, c'est une information, tout va bien. Alors maintenant, une des premières questions que je me suis posée, pour la petite histoire, l'un des premiers exemples que j'ai pris quand j'ai commencé à découvrir East, c'est je veux ouvrir une porte. La porte, elle est ouverte, elle est fermée. Comment je fais pour tester si ma porte, elle est ouverte, elle est fermée et savoir si je peux la traverser ou pas? C'est pas trivial quand on peut retourner que $vis. Eh ben, on fait des choses comme ça. Alors c'est vicieux comme exemple. Moi, ça m'a entraîné sur tout un tas de fausses pistes après par la suite parce que j'ai tout simplement foutu des callables partout pour faire mes traitements. C'est une très mauvaise idée, mais du coup, j'ai appris plein de choses sur les monades, la programmation fonctionnelle, les problèmes de telco, l'optimisation, du trampolining, etc. C'était super intéressant, mais c'est pas du tout le chemin qu'il faut emprunter. C'est juste une solution qui permet de résoudre ce genre de problème. Donc là, on return $vis, hein, tout simplement parce que, en imaginant qu'on ait une classe age, qui représente l'âge de quelqu'un, mais on veut le comparer à un autre, on veut savoir s'il est plus grand, on lui passe une instance de la classe age, on lui passe le callable, l'age fait sa mayonnaise en fonction de ce qu'il sait sur son état et ce qu'il sait de sa cellule voisine, parce que, enfin, sa cellule voisine, c'est pas le bon terme, c'est une cellule du même type, c'est un age. Donc il a le droit d'aller voir comment ça se passe, il sait comment ça se passe parce que c'est sa structure, c'est une instance de la même classe. Et du coup, en fonction de sa comparaison, il décide d'exécuter le callback ou pas. Alors quand j'ai parlé des cellules biologiques tout à l'heure, j'ai oublié un truc, je vous l'ai dit, j'ai oublié de parler de l'aspect déclaratif des choses. En gros, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez faire de la bonne programmation orientée objet sauce 1960, il faut passer sur un mode déclaratif. Donc un mode déclaratif, c'est quoi? Quand je dis j'ai soif, c'est vraiment le cas, je commence à avoir soif, il fait chaud, je donne une information, mais je ne te dis pas, Frédéric, donne-moi une bouteille. Parce que je ne sais pas, tu es une abstraction pour moi, je ne sais pas que tu es capable de me donner une bouteille. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, tu n'en as pas. Et du coup, j'ai soif. Ah, il en a. Et du coup, ça marche, tu vois, je t'ai dit j'ai soif, tu me tends un verre. Bon, il est vide, c'est pas de bol, mais voilà. Donc on est vraiment sur des déclaratifs. Et là, vous allez me dire, mais attends, tu nous bullshit là, parce que ça, là, execute is greater than, c'est plutôt un bon ordre des familles, quoi. Et add to, c'est pareil, c'est vraiment un ordre, ajoute-toi au complexe. Vous aurez raison, en l'état des connaissances que je vous ai transmises,
parce que là, je vais vous donner d'autres informations qui vont venir expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça à ce niveau-là. Practical Object Oriented Design in Ruby, c'est un livre qui est écrit par une développeuse Ruby. C'est un autre avantage de mon voyage. Je me suis fadé du Smalltalk, je me suis fadé de l'Objective-C, ça je le faisais déjà avant, mais j'en ai fait encore plus. Je me suis fadé du Ruby, je me suis fadé du Node.js, je me suis fadé plein de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Mais il se trouve que Sandy Metz, elle a écrit un super bouquin qui porte ce titre, et dans lequel elle énonce 3 niveaux d'abstraction que je vais vous présenter du moins puissant au plus puissant. Et cette histoire d'abstraction est vraiment très importante pour comprendre toute la puissance que peut apporter Lisp. Le premier niveau, on peut le résumer de cette façon, c'est le plus faible. C'est je sais ce que je veux et je sais comment tu le fais. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Donc rien ne vaut un bon vieil exemple technique pour des techos, c'est ce qui est encore de mieux. Je sais ce que je veux et je sais comment tu le fais. On l'a tous fait quand on a commencé la programmation orientée objet. On a une suite de getters et à la fin, on dit à l'objet, fais quelque chose. Et ça, c'est tout sauf une abstraction. Parce que quand vous écrivez ça, vous savez que votre télévision, elle contient un contrôleur, que ce contrôleur contient un power switch, et que ce power switch, vous pouvez lui dire « allume-toi ». Ce n'est pas forcément la définition d'un truc dont on ne connaît rien. Autre chose, qu'est-ce qui se passe si turn on ne fonctionne pas? Vous avez une infinité de possibilités. Ça peut retourner un booléen, ça peut retourner un entier 0 ou 1, ça peut balancer une exception. Ce n'est pas une abstraction non plus. Pour utiliser l'objet, vous êtes obligé de connaître la valeur de retour pour ajuster les traitements en conséquence. Donc on est très 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 loin de l'abstraction, très 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 loin de la cellule biologique qui anime notre corps. Heureusement, il y a un deuxième niveau, un peu plus power. Je sais ce que je veux et je sais que tu le fais. Et alors ça peut se transcrire facilement avec ce qu'on appelle la loi de Demeter et qui permet d'obtenir des choses comme ça. En gros, toute la structure interne de l'objet, le fait qu'il est composé d'un contrôleur, d'un power switch, d'un pot de yaourt, etc., c'est complètement occulté et on dit juste à la télé « allume-toi ». Donc du coup, on a gagné en abstraction. On ne sait pas ce qu'il y a dans la télé. Par contre, on sait toujours qu'elle peut s'allumer et qu'on peut l'allumer. Et on a toujours ce problème de valeur de retour qu'il va falloir qu'on gère parce que qu'est-ce qui se passe si la télé ne peut pas s'allumer? Parce qu'il y a eu l'orage, ça a fait ça a fait cramer l'alimentation, le relais TDF il est HS, rigolez pas, ça arrive souvent. Donc du coup, on arrive au plus puissant. C'est je sais ce que je veux et je te fais confiance pour faire ta part. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence, je pense que c'est une des 2 choses primordiales. Parce que c'est ce qui permet de faire les choses correctement, c'est ce qui est à la base du fait que retourner $vis vous permet de faire de la, j'aime pas employer cette expression parce que c'est dévalorisant, mais de la vraie programmation orientée objet, au sens historique du terme. Et ça se traduit comment? Ça se traduit comme ça. Vous avez un message déclaratif qui dit à la télé, l'utilisateur, que je te passe son argument, veut regarder quelque chose. Et là, vous ne savez plus rien. La télé ne sait rien de l'utilisateur, elle sait juste son besoin. L'utilisateur, lui, il sait que la télé peut y répondre parce qu'il a l'interface dispose de la télévision. La télévision dispose de l'interface nécessaire pour comprendre son besoin et y réagir. Et ça va même plus loin que ça. Quand vous écrivez ça, derrière ce message-là déclaratif, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. La télé peut décider de ne pas s'allumer. L'utilisateur, la télé peut décider d'ignorer le message. Non, j'ai pas envie de m'allumer aujourd'hui, c'est chômage, puis de toute façon, c'est The Voice, je vais pas te laisser regarder cette merde, je te montre rien. Le niveau d'abstraction que vous avez derrière ça est complètement à 100% pur. La télévision ne sait rien de l'utilisateur ne sait rien de la télévision. Tout ce que l'information qui est donnée au récepteur du message, c'est juste de l'information sur l'état, sur le besoin de l'objet, et il ne peut rien deviner de la nature de la chose qui exprime le besoin. Là, vous êtes au taquet, vous ne pouvez pas faire mieux. Et en plus, vous êtes indépendant de la valeur de retour. Vous n'avez plus à vous en soucier. Si la télé ne veut pas s'allumer, elle peut très bien décider d'envoyer un message disant « je ne suis pas en état de fonctionner ».
fais-en ce que tu veux. L'utilisateur, du coup, il va sortir son chien, il va aller jouer avec ses enfants, il va sortir dans son jardin, j'en sais rien. Mais il y a une liberté énorme derrière tout ça. Et le nerf de la guerre, il est là. Parce que j'aurais vraiment pas dû zapper cette partie, mais quand vous, dans une cellule biologique, en imaginant qu'on ait les pouvoirs de Mère Nature ou de Dieu, et que je sois capable de prendre une cellule de Frédéric, qui comprend certains messages, qui a une interface spécifique, et que j'ai le pouvoir de l'implémenter dans Rémi, de l'injecter dans Rémi. Frédéric, il est ce qu'il est, avec ses capacités, et quand je lui prends une cellule et que je la transfère à Rémi, je vais lui donner une partie des possibilités de Rémi. Je suis capable de faire évoluer Rémi. Et je suis capable d'utiliser, ou d'évoluer, ça dépend, hein, je ne suis pas convaincu de la pertinence que je viens de dire, mais en tout cas, je suis capable de changer Rémi de cette façon-là. Toujours en ayant ce fameux pouvoir, si je prends une cellule de Frédéric, et puis que je prends une cellule de Thibaut, je peux très bien faire un nouvel organisme. Un Thibaut Fred, un Fred Thibaut, j'en sais rien, un truc un peu chelou, qui aura les cheveux comme ça, et des épaules de 3 mètres de large, par exemple, sans rancune. Hein. Bien que je te chambre un peu, il y a Sylvain qui me l'a demandé. Non, c'est pas vrai. Donc je suis capable de réutiliser des cellules pour concevoir autre chose. Et si vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit au début, le but des gens du parc, de Alan Kay, c'était de répondre à cette problématique, d'avoir des codes plus évolutifs et du code réutilisable. Et le modèle des cellules biologiques, il colle parfaitement à ça. Bon, on va taper un peu plus dans le dur maintenant qu'on a dit ça. Ça va, je vous ai pas perdu, vous n'avez pas envie de me jeter des pierres, vous ne dites pas il raconte que des conneries, non? Non, ça va? Alors concrètement, comment on fait du déclaratif? Depuis le début, j'ai employé souvent un mot, j'ai employé 2 mots qui sont importants, j'ai employé abstraction et interface. Et Alan Kay, comment on fait? Alan Kay nous donne la réponse, tout est là. Hein. Vous pouvez gagner en extensibilité gratuitement, simplement en implémentant un protocole de communication extensible. En adoptant des conventions, un contrat. Et un contrat, c'est quoi? Ce sont des interfaces, tout simplement. Alors, les interfaces, quand on fait du HIST, elles sont un peu particulières, parce que là où, en général, avec une approche plus classique, on va dire, on a une interface, en HIST, on en a 2. Parce qu'on se retrouve à jouer au ping-pong, à avoir une conversation entre les objets. Donc il faut bien qu'il y ait un interlocuteur qui puisse comprendre ce que dit l'autre et que l'autre puisse comprendre ce que lui dit le premier interlocuteur. Donc en imaginant qu'on est un barman, un rôle barman, comme dans un film, hein, on prend Gary Grant, on lui dit tu joues un barman. Et hop, et on prend un client. C'est pareil, ça peut être n'importe qui, ça peut être... Ça va encore, non, je ne suis pas encore tombé sur toi. Il n'y a pas quelqu'un de joli code ici? Basnik, il n'est pas là, non? Si. Bon ben, ou Antoine, tiens. Allez Antoine. Antoine, t'es le client. T'as le profil type. On lui fait jouer le rôle du barman et on définit le protocole qui va leur permettre d'échanger. Et ce qui devient magique, c'est que derrière, l'implémentation va pouvoir, en fonction des possibilités offertes par le protocole, va pouvoir jouer son rôle de manière complètement différente. Prenez un barman français, par exemple. Un barman français, en France, vous n'avez pas le droit de servir de l'alcool à un mineur. Mineur égale âge inférieur ou égal, enfin, inférieur à 18 ans, on va faire simple. Donc quelqu'un qui implémente, un objet qui implémente l'interface barman, quand il va recevoir le message alcool is asked by le client, la première chose qu'il va faire, c'est dire au client file-moi ton âge en lui envoyant le message age is asked par barman, et il va se passer lui-même en argument, et du coup le client pourra lui répondre. Donc là où avant traditionnellement on a un getter et on traite sa valeur de retour, on se retrouve à faire du ping-pong avec 2 appels. Qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie? Alors oui, hein, c'est sûr, le getter c'est vachement plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace, sauf que c'est pas du tout abstrait. Et c'est pas objet du coup. Parce que le nerf de la guerre quand vous faites de l'objet, c'est d'avoir le niveau d'abstraction plus élevé. Et du coup, le client, lui, pour reprendre l'histoire, il peut répondre au barman, puisque le barman dispose du message permettant de lui indiquer son âge. Ce qui va permettre au barman de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Et d'aller dire, ah bah tiens, je te file un nouveau conteneur d'alcool. Et le truc magique, c'est que ça peut être un tonneau, un demi, n'importe quoi, une pinte. On s'en fout du moment que ça assure le rôle alcool, conteneur. Et le truc encore plus magique, c'est qu'en faisant ça, vous avez dissocié complètement le client et le barman.
Le barman n'est dépendant d'aucune information du client. Il n'est pas dépendant de la nature du client. Ça peut être Gary Grant, ça peut être remis, ça peut être une tireuse à bière automatique, forme borne SNCF qui vous donne un distributeur de boissons. On peut imaginer n'importe quoi. Hein, on va prendre un distributeur de boissons, l'âge du client, lui, il s'en fout. Tout ce qui l'importe, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la caisse. Donc l'âge, il ne va pas envoyer le message au client. Et il va le faire directement, tiens, tu me demandes de l'alcool, je te fais un new alcohol container, tiens, voilà ta croc et régale-toi. Donc, vous avez une abstraction complète, parce que personne ne sait ce que fait l'autre, personne ne sait ce qu'il sait faire, et vous n'êtes même pas dépendant des valeurs de retour. Le barman impose son protocole de communication. Donc du coup, si le client, lui, il stocke son âge avec un integer tout bête, c'est pas un problème pour le barman. Toutes les classes qui implémentent le barman, elles, tout ce qu'elles attendent, c'est une classe age. Et tout ce qu'a à faire le client, c'est lui donner une instance de la classe age correspondant à son âge. Et là où on peut se faire des nœuds au cerveau, c'est que le client peut mentir. Bonjour, je suis un teenager, j'ai 16 ans, mais en fait, je te dis que j'en ai 18. Donne-moi de l'alcool. Bingo. Ouah, on est content. Ça va, vous suivez? Ouais, ça devient hurle. Donc, on n'est plus du tout dépendant d'aucune donnée relative à l'une ou l'autre des parties. Donc, le jour où le teenager il veut plus gérer son âge avec un integer, mais avec autre chose, n'importe quoi, le barman, lui, il n'en aura pas à s'en soucier, parce que le client, il aura juste toujours à continuer à lui envoyer une instance de la classe age. Alors, ça a des petits effets de bord sympas, mais avant d'en parler, on va parler de ça. On aurait pu dire, comme on le fait très classiquement, barman, donne-moi de l'alcool. Et je te passe le client et tu lui files, tu fais ton new alcool directement, au lieu de alcool et escaped by client. Mais quand on fait ça, ça revient à faire ça. Et très clairement, là, le niveau d'abstraction, il est suboptimal par rapport à là. Et du coup, vous êtes moins évolutif, vous êtes moins réutilisable. Et c'est quand même le but premier de la programmation orientée objet. À la base, ça a été conçu pour ça. Et c'est dommage de s'en priver. Alors ça demande une certaine gymnastique mentale de penser de cette façon-là. Ça m'a pris du temps, j'en chie encore, en toute honnêteté. Mais ça a vraiment des avantages indéniables. L'un des avantages, c'est que le récepteur du message, quand il reçoit le message, il est libre de faire ce qu'il veut. Et particulièrement, il est capable de se mettre dans un état et de cacher ce changement d'état aux yeux du reste du monde parce qu'il est capable d'établir une relation exclusive entre l'émetteur et le récepteur entre lui-même et l'émetteur du message quand il doit discuter avec lui. Alors c'est un peu abscon ce que je viens de dire, je pense. C'est peut-être un peu plus explicite comme ça. Donc, quand un barman reçoit alcool et escaped by client, ce qu'il fait, il crée une nouvelle instance de lui-même, et du coup, il se met dans l'état comme si ça n'était jamais rien passé, et du coup, il est dans les meilleures dispositions du monde pour servir au mieux le client. Et après, on peut jouer avec des fonctions privées pour rendre le code plus lisible, etc. Et ça a un gros intérêt. Avec ça, les race conditions n'existent plus. Vous pouvez faire des accès concurrents, vous pouvez faire des appels récursifs. Vous n'aurez jamais aucun problème si vous codez de cette façon-là. Donc ça, c'est un des avantages. En plus de gagner en possibilité de réutilisation et d'évolution, ça règle tout un problème des bugs un peu avec des side effects qu'on n'a pas anticipés quand on touche là. Bah oui, on change l'état de l'objet et du coup, il y a un autre truc qu'on dépendait dans un coin, on n'y avait pas pensé et du coup, on se retrouve coincé. Avec ça, vous êtes tranquille. Vous avez encapsulé tout votre comportement, vous êtes capable de mettre tout ça dans un état qui sera caché au reste du monde et le client et le barman font leur mayonnaise entre eux, indépendamment du reste du système, et ça n'a donc aucune influence. C'est comme si tout se passait en sous-marin. Il y a tout le reste du programme qui évolue à la surface, eux ils passent sous l'eau, ils font leur mayonnaise, et une fois que c'est terminé, ils disparaissent. Le barman qui a été instancié disparaît, le garbage collector fait son boulot, personne n'en rêve, et tout le monde est content. Il y a un autre side effect super intéressant, c'est au niveau des tests unitaires. Parce que, en fait, tout ça, le fait de passer par des interfaces, etc., ça règle le gros problème des dépendances des objets. Vous n'êtes plus dépendant des tas d'autres objets, vous êtes dépendant des interfaces des objets. Ça veut dire que vous pouvez les bouchonner super facilement. Alors bouchonner, tout le monde me dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mot qui fait peur.
ça veut dire mock. Et les mocks, ils raffolent des interfaces. Ouais, elle te fait rire celle-là. Et un mock, c'est juste un truc qui simule quelque chose. J'avais pensé à mettre autre chose pour expliquer la simulation, mais ça aurait été mal perçu peut-être. Donc du coup, vos tests unitaires, ils deviennent très simples à écrire. Parce que, au lieu de vérifier que quand vous avez fait ça, votre objet contient bien ça, que quand vous avez fait ça, il s'est passé ça ailleurs, vous avez juste à vérifier que la classe a bien émis le bon message, que la classe a le bon comportement. Ça rappelle le BDD, par exemple. Les gens du BDD, ils sont très proches de Liszt, ils en sont à un pouillème, ils ont une marche encore à franchir, et peut-être même que certains le font, j'en sais rien, j'ai pas trouvé de code qui ressemble à ça, diffusé publiquement en tout cas. Donc, mais voilà, on arrive sur des notions de comportement. Il y a autre chose que je voulais vous dire, ça va revenir. Donc du coup, un test unitaire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors pour ceux qui connaissent la logique Atom ou BIAT, c'est pas surprenant, les autres je vais expliquer un petit peu. Donc si on a un alcool consumer, qui est un mock d'une interface alcool consumer, donc du coup une coquille vide, absolument vide, il n'y a rien là-dedans, ça fait rien de base. Et que vous prenez une nouvelle instance de votre classe testée, donc par exemple un barman français, on peut dire qu'on teste la classe barman français, le data consumer, il est là pour faire joli, vous en faites totalement abstraction. Quand on appelle alcohol consumer age is required by alcohol provider, et qu'on dit que cette méthode ne doit rien faire, que ce message ne doit avoir aucun comportement, alors, quand on appelle sur le barman le message alcohol is asked by alcohol consumer, on doit récupérer l'instance qu'on est en train de tester, donc $10, et le mock, lui, il doit recevoir le message legal age to consume alcohol is avec une instance de la classe age avec 18. Et les tests unitaires, ils se résument à ça, et dans 95% des cas, ils ne sont pas plus compliqués que ça. Alors les mocks, ça peut paraître barbare, mais franchement, utiliser avec que des interfaces, c'est juste du bonheur en barre. Et tout ça, ça me permet de faire la transition sur une chose que j'ai déjà dite, mais je vais me permettre de la redire. The big idea is messaging. Ah, mais c'est important. Parce que ça veut dire que vous êtes en déclaratif, quand vous lisez le code source d'une classe, ce qui vous indique ce que fait la classe, c'est plus le nom des méthodes. Parce que le nom des méthodes sont déclaratifs d'un état d'une dépendance. Ce que fait la classe, c'est indiqué par les messages qu'elle émet au reste du monde. Donc ça change beaucoup de choses. Il y a un autre side effect à l'aspect déclaratif, ça y est, j'ai retrouvé ce dont je voulais parler. Admettons on se replace sur les slides quelques minutes avant, et admettons qu'on dise « give drink alcohol to client ». Quand on écrit ça dans notre code source, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le client, il attend son alcool, quoi. Et que le barman, il n'a pas le choix, il doit lui servir de l'alcool. Quelque part, votre algorithme, vous l'avez verrouillé dans le code source même de votre objet. Vous ne pouvez pas changer votre algorithme si vous faites ça. C'est-à-dire que le barman a demeure, quoi qu'il se passe, même si vous changez, vous utilisez une autre classe que le barman français pour lui faire, dans votre programme, ben ce nouveau barman, quel qu'il soit sa nature, ça peut être une tireuse à bière, n'importe quoi, il sera obligé de donner de l'alcool au client. Donc votre algorithme, il n'est plus dans votre objet, il est à l'extérieur de l'objet. Et c'est pareil. Un des buts de la PO, c'est l'encapsulation du comportement, c'est l'encapsulation des algorithmes, et c'est ça qui permet de changer le comportement d'un programme objet. C'est parce que les algorithmes ne sont plus à l'extérieur et définis par les commandes qu'on passe à nos objets, mais les algorithmes sont à l'intérieur des objets, et du coup, c'est ça qui fait que quand vous changez de type de classe, vous changez d'algorithme. Et c'est ça qui permet à votre code d'évoluer et d'être modifié facilement. Donc c'est très très puissant. Et la véritable idée derrière tout ça, le fait de retourner $vis, etc., c'est juste un guide. L'idée maîtresse qui drive tout ça, c'est le message. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez à modéliser un programme objet, on le fait tous, et j'ai encore ce vieux réflexe, on commence par modéliser les classes, on dit, bah voilà, j'ai une classe voiture, elle a 4 roues, 4 carrosseries, 4 portes, machin, etc. On met tout ça dans des attributs. C'est pas la meilleure façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de se demander quels sont les messages auxquels devra réagir ma classe voiture. Et les attributs,
vous les définissez en fonction de ces messages-là. Vous pourrez très bien avoir une voiture où il n'y aura pas 4 roues parce que vous n'aurez aucun message qui concernera les roues. Les attributs, ils sont définis par les besoins des messages. Ils ne sont pas définis par la nature de l'objet qu'on lui donne, nous, sémantiquement, en tant qu'être humain, parce qu'on sait qu'une voiture a 4 roues, 4 portes, etc. Non, les attributs ils sont définis par les besoins des messages, le comportement que la classe doit avoir quand elle reçoit un message. Voilà. On arrive à la fin. Alors, non mais, moi j'ai vraiment galéré, hein, parce que, sorti de l'article de James, il n'y a pas grand-chose sur le net à propos de tout ça. Il y a quelques articles super intéressants. S'il y a des gens qui sont intéressés par l'historique de la programmation orientée objet, je leur recommande de lire la description de la genèse de Smalltalk au Palo Alto Research Center par Alan Kell himself. C'est super intéressant. On y apprend plein de choses. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses sur tout ce que je viens de vous expliquer. Hein. Ça a été un travail, encore une fois, c'est le fruit de c'est 14 mois de réflexion. Et je peux vous dire qu'hier, je me suis posé une problématique et je me suis dit, mais comment faire? J'ai pas encore toutes les réponses. Et même techniquement, je commence à en voir le bout, je pense, j'en suis pas très loin, mais j'ai encore des vraies interrogations. Et ça m'arrive régulièrement de me lever le matin en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu penses? C'est juste du gros bullshitting, tout ça. Mais non, franchement, tout ça, ça semble trop bien quand on le met en pratique. Donc, une des premières choses, des premières, entre guillemets, objectifs que je me suis donné quand j'ai commencé à réfléchir sérieusement à tout ça, c'est de produire du code. J'ai balancé 2 billets sur mon blog, c'est parti en flameware, tout le monde voyait la chose à sa façon, c'était pas la bonne façon de faire. Donc du coup, j'ai vraiment pondu du code. Il y a beaucoup de choses. Si vous allez le voir, vous verrez que j'ai beaucoup galéré. Si vous regardez l'historique guide, vous allez mourir de rire. Donc la première chose qui peut vous aider, c'est un channel IRC sur Freenode, dièse des East. J'insiste sur les 2 dièses, il y a vraiment 2 dièses, c'est pas une typo, c'est vraiment ça. Donc on est plusieurs, des gens qui ont été intéressés par ce que j'ai raconté par ailleurs, qui sont venus me poser des questions, on a beaucoup discuté, ça m'a beaucoup aidé, et je pense que ça les a pas mal aidés aussi. La deuxième chose, c'est github.com/svoyage, donc c'est le dépôt dans lequel j'ai mis du code que je juge suffisamment correct et abouti pour être utilisé en production. Donc il y a notamment un client StatD qui a été écrit en East. Il y a une stacknet avec des sockets natives et avec l'extension socket. Il y a pas mal de choses. Ça donne des bonnes indications. Je mets cependant un gros disclaimer. Encore une fois, c'est une réflexion qui est en construction chez moi. Il y a des choses que j'ai fait à un instant T parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Il y a certainement des choses que je referai différemment maintenant. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, s'il y a des choses qui vous paraissent contradictoires, ça peut être parfaitement normal. Le channel IRC est là pour demander des infos, il n'y a aucun problème. Et la dernière chose, c'est mon GIST. Sur mon GIST, il y a beaucoup d'exemples quick and dirty, plus ou moins heureux, plus ou moins bien pensés, mais ça fait une bonne base pour discuter, quoi. Au moins, on discute sur des choses concrètes, on discute tous de la même chose, et ça permet de lancer des débats intéressants du genre « Ouais, ok, ton barman, il est gentil, mais si par exemple, le barman il a besoin de connaître la religion du client, comment je fais ?» C'est simple, vous rajoutez le message dans l'interface du client qui permet de connaître sa religion, vous rajoutez le message qui permet de dire à un client quelle est sa religion au barman, et roule ma poule. Vous exécutez, vous implémentez les 2 méthodes dans les classes qui vous intéressent et vous êtes tranquille. Vous avez ajouté du code. Pour ceux qui connaissent l'open close principal, on est en plein dedans. Vous avez ajouté du code, vous n'avez rien modifié et roule ma poule, vous avez répondu à un nouveau besoin. Et c'est exactement ce qu'on veut. Je profite de l'occasion pour quelques remerciements. Donc, ils ne sont pas visibles, hein, mais James Slade, déjà, parce que il a été très disponible malgré qu'il soit australien et qu'il y a du décalage horaire. Vous pouvez le contacter directement, relativement facilement sur Twitter et par email. C'est quelqu'un qui répond toujours. Il met du temps, mais il répond toujours. La deuxième personne, c'est un rubyiste qui s'appelle Jim Gay. Non, je vais trop vite là. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a pris la route du East, un peu de la même façon que moi, qui l'a exploité d'une manière très différente, parce que lui, il accepte des exceptions à cette règle du return this ou new self, et je ne suis pas d'accord, et on en discute de manière très amicale, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mais ça n'empêche que ça vaut le coup de le connaître, parce qu'il explique un certain nombre de concepts d'une manière différente de la mienne, et ça permet à certaines personnes de mieux comprendre. Donc, chapeau pour le boulot.
La deuxième personne, c'est Sylvain Robez-Masson. Je ne sais pas si Fred, j'ai bien prononcé son nom de famille, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Sylvain, ça a été une des premières personnes qui est arrivée sur le channel IRC. Et en toute honnêteté, c'est un emmerdeur fini parce qu'il pose des tonnes de questions et il est toujours dans la contradiction. Mais il m'a beaucoup appris parce que déjà, j'ai dû apprendre à être pédagogue, c'est pas ma première qualité. Et maintenant, il va sur Symfony FR et vas-y que je t'évangélise les symphonistes. Ce qui est assez gonflé, moi je l'aurais pas fait. Et le pire, c'est qu'il fait ça très bien, parce qu'il y a des gens de Symfony FR qui viennent et qui posent des questions, qui discutent, et comme j'espère qu'on va le faire dans quelques instants. Et c'est très constructif, c'est enrichissant pour tout le monde, donc bravo Sylvain, merci beaucoup. Le deuxième, c'est Cédric Courtois, c'est pareil, c'est un des historiques du Channel East. Il n'est pas convaincu, lui. Mais c'est pareil, on est dans un bon esprit constructif, et il m'a beaucoup aidé aussi. Et le dernier, c'est Peter Di Salvo. Donc, il est connu sous le nom de The Secret Squad. Donc, Peter, si j'ai bien compris son parcours, c'est un gars, il connaissait rien à la programmation, il a tout plaqué, il s'est mis à la programmation, et il est parti sur East directement bille en tête en Java avec l'idée d'écrire un jeu d'échecs en Java. Et évidemment, il a beaucoup souffert, il a beaucoup discuté avec James, et il a pondu notamment un article qui est super intéressant. Tous les liens de tout ça, je vous les donnerai après dans mes slides, etc. Vous les aurez, il n'y a pas de problème. Donc vous pourrez aller voir. Mais il a une façon d'écrire qui fait qu'on comprend tout à fait où il veut en venir. Et la partie sur les 3 niveaux d'abstraction, par exemple, c'est grâce à lui que je l'ai compris. Donc merci à lui. Et donc voici le dernier slide. Have you got any questions? Ah si, quand même. Ah, ouais. Je dis merde, putain. Donc, si j'ai bien compris, merci d'abord, mais si j'ai bien compris, en fait, tu oublies complètement getter, setter, etc. Et tout vient, en fait, quand avant tu faisais un get, tu fais un set sous forme de message. Non, attends, pas du tout un set. Mais je voulais pas dire un set, mais tu donnes l'info à travers une méthode. Quoi. Je dis que c'est pas forcément un set, parce que derrière, il n'y a pas forcément affectation d'un attribut de la classe avec la valeur qui est donnée au message. Et c'est même rarement le cas, en fait. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais alors, de ce que je comprends, si tu as des objets qui sont utilisés par pas mal d'autres choses, tu commences à avoir des interfaces, enfin, même si c'est plusieurs, mais tu commences à en avoir un certain nombre. Mais tout à fait. Mais c'est le but. Même si c'est des trucs qui font tous à peu près la même chose, ça devient vite conséquent, non? On est d'accord, et c'est le prix à payer. Hein. Moi, le truc qui m'embête beaucoup avec East, enfin qui m'embête beaucoup, c'est que du coup, il y a une autre conséquence dont je n'ai pas parlé, parce que c'était un peu compliqué à caser dans le format, mais tout devient objet. C'est-à-dire que les arguments, vous les passez sous forme d'objets, vos datas deviennent des objets. Si vous vous intéressez à Alan Kay et à l'histoire de Smalltalk, vous verrez qu'à un moment, son objectif, c'était de faire du dataless programming. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et où tout est objet. Et du coup, ça devient verbeux, et il ne faut pas se le cacher. Donc, mais d'un autre côté, c'est tellement confortable une fois qu'on a pris le pli, et c'est tellement puissant que le jeu en vaut largement la chandelle. Et alors oui, hein, tu peux imaginer que tu pourrais avoir une classe human qui implémente la classe barman client et qui implémente aussi une classe truc muche machin, auquel il doit fournir aussi des informations dont son âge. Et effectivement, mais peut-être que le truc muche machin, il veut l'âge dans un format différent de celui du barman. Et du coup, tu peux t'interfacer avec n'importe quoi. Du moment que c'est n'importe quoi, te fournit l'interface nécessaire pour lui parler. Hier, la conférence de Françoise Aninotto, elle m'a fait un peu réfléchir. J'ai mis ça en parallèle. Et lui dit, les frameworks meurent parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. Moi, je dis, les frameworks meurent peut-être parce qu'on a mal utilisé la programmation orientée objet et que du coup, on est embêté pour les faire évoluer. Peut-être que la root cause du système, c'est pas le framework en lui-même. C'est peut-être plus nous, développeurs, qui n'avons pas compris toute la puissance du truc. Et je vous jure, alors il y a un truc qu'il faut absolument faire. Si vous voulez discuter de tout ça objectivement, vous verrez sur GitHub East Voyage, il y a un projet PHP Tour, dedans il y a le code du barman, etc. C'est un projet absolument complètement fonctionnel. Vous avez les tests unitaires écrits avec Atom dedans. Amusez-vous. Vous avez des bases, amusez-vous avec, voyez ce que ça vous permet de faire, posez-vous des challenges, comment je fais pour faire ça, comment je pourrais faire pour faire ça, et voyez si vous y parvenez. Si vous y parvenez pas, surtout venez me le dire,
Parce que voilà, j'ai toujours ce doute et j'ai besoin d'avoir du feedback pour avancer là-dessus. Et si vous y parvenez, venez le dire aussi, c'est toujours sympa de savoir qu'on n'a pas raconté que des conneries et que ça peut être intéressant de faire ça. Mais voilà, ça peut devenir très verbeux, c'est vrai, mais c'est d'une puissance absolument incommensurable. Moi, dans mon ancien employeur, j'ai fait une API REST qui fonctionne sur ce principe, et ça poutre. Franchement, ça poutre, parce que vous voulez changer le comportement, vous injectez une nouvelle... On est en plein, tu parlais de l'âge, toi, du dialogue, on est en plein dans l'injection de dépendance. Vous injectez une nouvelle instance qui a un fonctionnement différent, et juste en injectant une nouvelle instance, vous avez un comportement complètement différent de votre API. C'est juste magique. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, l'interface, ça devient le nerf de la guerre. Et oui, une classe peut implémenter X dizaines d'interfaces, mais c'est à ça que ça sert. C'est tout l'intérêt des interfaces, parce on aurait de l'héritage multiple, on ne se poserait pas la question. Mais si une classe devait obligatoirement implémenter qu'une seule interface, pourquoi, bon Dieu, on aurait permis d'en implémenter plusieurs? C'est vraiment le but du jeu, et c'est ce qui permet de s'interfacer avec le reste. C'est pour ça que ça porte ce nom. Voilà. Une autre question? Donc je reprends pour ce que tu viens de dire justement sur les interfaces qui permettent d'en implémenter d'autres, etc., et que c'est pas fondamentalement un problème. Tu parlais tout à l'heure de l'OCP, de l'Open Close Principle, mais est-ce que là, on viole pas l'ISP? Est-ce qu'on viole pas le fait qu'on passe à côté justement du découplage d'interfaces et de ségréger Non, au contraire, tu es super découpé, tu as un rôle pour chaque chose, et tu veux ajouter une fonctionnalité, tu ajoutes juste du code. L'OCP, l'Open Close Principle, il dit faut pas que tu aies à modifier ou supprimer du code pour modifier le comportement de ta classe. Tout à fait. Et en fait, c'était juste sur l'ISP que j'en revenais, et que justement, il fallait justement décorréler les classes et ne pas profiter de l'héritage et de l'implémentation d'autres interfaces, et qu'une interface n'en implémente pas d'autres, et qu'on n'ait pas de... Après, le single responsibility, si tu parles plus du single responsibility principle, l'ISP. Sur l'interface ségrégation, oui. tu es vraiment en plein dedans aussi. Parce que voilà, tu as un découpage tellement fin que tu vas avoir une interface pour chaque rôle. Alors j'ai peut-être mal compris ce que tu viens de dire justement sur le fait qu'on puisse, une interface puisse en implémenter d'autres, etc. Pas une interface peut en implémenter d'autres, une classe peut implémenter plusieurs interfaces pour pouvoir communiquer avec plusieurs objets. Et là on est pleinement dans l'ISP. Voilà, okay. Tout à fait. Une autre question? Non, c'est fini, bon, on a eu le temps. Bon, de toute façon, je suis à votre disposition si vous voulez en parler. Le channel IRC est là, Twitter est là, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie.